On nous parlait d'un grand laboratoire que je me rends compte actuellement que ces laboratoires-là n'aident pas Kabila, n'aident pas le FCC. Nous avons nos juges à la Cour constitutionnelle. Même des Adissa qu'ils ont leurs juges. Il doit venir prouver à ceux qui le suivent, par exemple, pourquoi il a reçu 4 millions de dollars. Il l'a reçu ou il l'aurait reçu? Non, mais il doit venir démentir les accusations qui pèsent aujourd'hui contre lui, parlant des 4 millions de dollars qu'il aurait empochés dans une banque suisse qui s'appelle Pittsburgh, je crois, Fribourg Bank. C'est toujours le professeur Nyabirungu qui va nous revenir avec la thèse de l'immutabilité qui permettait à Joseph Kabila de se représenter pour la 3e fois aux élections, étant entendu. Qui est-ce que Tamboumamba n'a jamais humilié, détruit, injurié dans ce pays? Et vous voyez Tamboumamba devenir président de la République grâce à la sous-traitance du FCC de Fayoulou. 3e point du deal entre le FCC et Fayoulou, c'est qu'il y ait une transition de 2 ans. Tamboumamba est président, Fayoulou est premier ministre. Destitution de Félix Tshisekedi pour violation de la Constitution, distraction, besoin de justice ou campagne de diabolisation du président de la République par ses détracteurs. Voilà le sujet qui sera abordé aujourd'hui au cours de cette émission, mais à côté de ces principaux sujets, il y aura d'autres sujets, notamment celui qui est en rapport avec cette convocation, convocation de Martin Fayoulou et Théodore Ngoy au parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, parquet près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et en 3e lieu, nous allons réfléchir aussi sur cette élection au second degré du président de la République, tel que ça défraye la chronique aujourd'hui, après que cela ait été déclaré par un membre du FCC, j'ai bien cité Ngoï Kassanji. Voilà, sur ces plateaux, nous allons, avec ceux qui sont sur ces plateaux, il y a des confrères journalistes, mais aussi un acteur politique. À ma droite, M. Joël Kadé Ndanga. Il est éditeur du journal Impact News, patron des médias, bien entendu. Joël Kadé, bienvenue. Merci, chers confrères, merci pour l'invitation. C'est ma toute première fois d'être sur votre chaîne et c'est un honneur que vous m'ayez invité. Merci beaucoup, Joël Kadé. Juste en face de Joël Kadé, il y a aussi M. Edmond Izouba. Il est directeur général de Objectif Info, un média en ligne. Edmond Izouba, bienvenue. Le plaisir est mien. Merci de l'invitation. Et à côté d'Edmond Izouba, il y a M. Karl Lukusa. Il est analyste politique indépendant. Lui, ce n'est pas la première fois qu'il participe à cette émission. Karl Lukusa, bienvenue dans les serviteurs de la République. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être sur cette grande chaîne. Merci beaucoup. Joël Kadé Ndanga, je commence avec vous. Ça fait maintenant quelques semaines que cette histoire de destitution du président de la République, une histoire riche en rebondissements, avec des déclarations tonitruantes des acteurs politiques de tout poil. La dernière réaction en date, c'est du professeur Nyabirungu qui affirme haut et fort que le président Tshisekedi, en signant les ordonnances portant organisation et fonctionnement les ordonnances de nomination des magistrats, il démontre que le président de la République a violé la Constitution en 8 points. Joël Kadé Ndanga, la première question que je te pose, est-ce que pensez-vous que cette histoire, déjà annoncée par Théodore Ngoï de mettre en accusation le président de la République par
les billets de l'Assemblée nationale est-elle une distraction, une campagne de diabolisation ou tout simplement un besoin de justice parce qu'on parle état des droits aujourd'hui? En tout cas, jusqu'à ce que je suis arrivé sur ce plateau, je n'avais pas encore eu la réponse. La réponse, je la trouve dans votre questionnement lorsque vous dites est-ce besoin de justice, est-ce besoin de distraction ou campagne de diabolisation. J'enlève les une assertion. En tout cas, il n'y a pas besoin de justice. Il n'y en a pas aucune parce que s'il y avait besoin de justice, ces gens auraient pensé aux conséquences que cela peut produire au cas où le président de la République est destitué. Ce n'est pas un acte aussi facile. Je crois que Kabila le calculera. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Joseph Kabila n'a pas besoin d'aller en exil. Quand j'ai lu les 8 articles par le professeur Nyambirungu donné, en tout cas, c'est de la bouillabaisse. C'est du bluff. Il parle de l'article 1er. L'article 1er définit l'État congolais, le nom de l'État congolais, République démocratique du Congo, l'hymne national et debout congolais, les armoiries. Je ne vois pas où est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a violé l'article 1er. Il monte à un article, je crois l'article 14, qui parle que les Congolais sont égaux devant la loi et doivent bénéficier. Je ne vois pas en quoi Félix Antoine Tshisekedi a violé cet article-là. Il monte l'article 79 qui établit que le président nomme, révoque. Il parle de l'article 82. Posons-nous 3 questions. Pour la première question, est-ce que le président de la République est-il compétent pour nommer les 2 magistrats? Oui. Comment? L'article 82 de la Constitution qui dit ceci. Le président de la République nomme, relève, révoque le cas échéant les magistrats du siège ainsi que ceux du parquet. Donc, ça revient dans ses prérogatives. 2. Est-ce qu'a-t-il eu l'intention de violer la Constitution? Parce que le problème qu'il y a là, dans l'article, je crois, 163, dit la Cour constitutionnelle peut se saisir du dossier lorsque le chef de l'État a commis les infractions suivantes. La haute trahison. La haute trahison, l'outrage au Parlement ou le délit d'initié. La haute trahison, c'est lorsque le chef de l'État cède une partie du territoire national, viole massivement le droit de l'homme ou viole intentionnellement. Est-ce que le président de la République a eu l'intention de violer la Constitution? Non. Pourquoi? Les actes de nomination, d'affectation, de promotion des magistrats sont gérés au quotidien par un organe suprême également qui gère le pouvoir judiciaire qui s'appelle Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. C'est ce Conseil supérieur de la magistrature qui a élaboré les actes qui ont été soumis à la signature du président de la République. S'il y a irrégularité, on aurait donc chargé le Conseil supérieur de la magistrature, lui demander est-ce qu'il y a les procès-verbaux quant à ceux. Mais ici, on ne demande pas au Conseil supérieur de la magistrature si il a bel et bien transmis les actes auprès du président de la République, mais on charge le président. Où est l'intention? Parce que c'est ça l'élément matériel d'une infraction. On va creuser là-dessus. Oui, Nyabirungu, laissez-moi finir. Nyabirungu étant pénaliste, il devrait démontrer l'élément matériel de l'infraction de la haute trahison, de la violation. C'est intentionnel. Intentionnel qui est l'épithète qui a comme nature adjectif qualificatif du substantif intention, fonction, épithète. Épithète de quoi? De la violation. Donc ce n'est même pas que le chef de l'État a violé la Constitution comme ça, on soulève. Non, il faudrait qu'il y ait l'intention. Où est l'intention ici? Alors, il n'y a pas d'intention. Edmond Izouba, beaucoup de journalistes et de juristes s'empoignent sur cette question de la violation de la Constitution. Et les juges de la Cour constitutionnelle sont régis par un statut particulier. Et Théodore Ngoï a démontré
que ces juges-là sont inamovibles et ne peuvent pas être changés comme ça sans qu'il y ait, entre autres, leur avis exprimé. Pensez-vous, en suivant ces débats, qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a-t-il pas violé intentionnellement la Constitution, parce qu'on parle déjà des 9 fois qu'il a signé des ordonnances comme ça, violant la Constitution? Merci beaucoup. Moi, je pense que les vraies raisons sont ailleurs. Les vraies raisons n'est pas dans le débat technique de droit. Les vraies raisons, vous l'attendiez de la bouche de Théodore Ngoï. Il doit d'abord nous expliquer comment il a cessé d'être l'avocat du président de la Cour constitutionnelle, ancien président de la Cour constitutionnelle, au président démissionnaire Benoît Luamba, et directement prendre cette initiative à bras-le-corps. Mais il a été sollicité, bien entendu, par les deux juges. Je suis en train de vous donner des explications politiques de la démarche voulue aujourd'hui par le FCC. Ce n'est même pas Théodore Ngoï. Heureusement, la vérité est tellement têtue qu'il a été rattrapé par Nyabirungu, qui justement est venu porter l'eau à leur moulin, lui et Fayoulou. Bien avant cela, vous aviez entendu ici un Premier ministre faire des déclarations contre son chef à cause de ces mêmes ordonnances. Cela veut dire quoi? Que ces ordonnances dérangent les intérêts du FCC, qui voulait à tout prix partager équitablement les fonctions du président de la République ou soit ses prérogatives. Le FCC n'est pas content. Voilà pourquoi on passe par des débats techniques pour justifier une démarche politique incohérente. C'est là où nous allons. Donc, il ne faut pas venir ici nous amener vers un terrain de droit pendant que la Constitution est claire. C'est lui qui établit l'intention. Je crois que ça doit être le procureur après avoir fait des enquêtes. Donc, aussi longtemps que l'intention n'est pas encore établie, le reste, les gesticulations, les élucubrations ne serviront à rien. Mais vous avez des juges qui se plaignent, qui parlent bien entendu de la violation justement de la Constitution, parce qu'étant des juges à la Cour constitutionnelle et régis par un statut particulier et en vertu des dispositions de ces statuts-là, ils ne peuvent pas être permittés tel que cela s'est passé aujourd'hui. Est-ce que, ne fût-ce que sur ce point-là, vous ne voyez pas qu'il y a eu vice de procédure dans la démarche notamment du président de la République et même du Conseil supérieur de la magistrature? Je n'en disconviens pas. Vice de procédure, j'ai entendu ici, vous avez parlé de 9 ordonnances. Oui. Pourquoi on nous brandit seulement cette ordonnance-là du chef ou ces ordonnances-là concernant les 2 juges? Pourquoi les autres ne posent pas problème? Pourtant, vous avez relevé vous-même que ce sont des ordonnances problématiques. Moi, j'estime que la manipulation a atteint même ces juges. C'est facile à le dire parce que vous ne pouvez que le voir. Ils ont d'abord accepté, ils ont participé à toutes les étapes importantes avant la prestation de serment, avant de rebiffer. Donc, de se rebiffer. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que la démarche que veut le FCC avec les systèmes de sous-traitance et de manipulation de l'intox, de la diabolisation, parce que vous ne pouvez pas comprendre comment Martin Fayoulou a été péché si un gabarit comme Fayoulou a accepté de rejoindre la démarche teintée de la violation de la Constitution avec comme problématique la haute trahison. Pourquoi pas les simples juges? Martin Fayoulou aujourd'hui a vendu tout un combat. Il faut regretter pour cela. Il ne faut pas voir cela à travers les explications techniques qu'ils avancent de droit nulle part. Non, nullement. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le FCC est dans une période d'agitation totale. Et là, ça symbolise en médecine quelqu'un qui tend vers la mort. Il s'agit peut-être, ce sont les derniers avertissements que le FCC est en train de faire, mais nous tous, nous savons que les vraies raisons se trouveront bien ailleurs. Vous avez évoqué un sujet que nous allons débattre tout à l'heure, que le FCC veut les élections, veut les élections présidentielles, législatives, ainsi de suite, indirect, à suffrage indirect, au niveau du Parlement. Pourquoi il le cherche?
Tout simplement parce que le FCC adore la facilité, adore le pouvoir. On doit aborder, tout simplement parce qu'ils savent que c'est là où ils sont majoritaires. Une fois que le candidat président de la République déclaré, il sera élu comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, et c'est pas l'FCC ne continuera pas à tenir. Ne nous demandez pas de justifier l'injustifiable. L'FCC ne continuera pas à avoir la majorité. La vraie raison de ce qu'ils inventent comme haute trahison, ça se trouve bien ailleurs. C'est politique, il n'y a rien de droit. Alors, Karl Lukusa, parce que vous êtes analyste politique indépendant, je l'ai dit ici, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a un grand professeur, j'ai parlé de Nyabirungu, un grand pénaliste, qui a démontré noir sur blanc que le président de la République a violé la Constitution, il rejoint la démarche de Théodore Ngoï, qui a associé à son tour Fayoulou pour qu'à la rentrée parlementaire du 15 septembre, que le Parlement puisse déclencher les mécanismes, notamment de la saisine du parquet général près la Cour constitutionnelle, si c'est cela la démarche de Fayoulou, afin que celle-ci mette en action, en mouvement, l'action publique contre le président de la République. Est-ce que pensez-vous, vous, en tant qu'analyste politique, que le Parlement, tel que souhaité par Théodore Ngoï, a les prérogatives de mettre en accusation le président de la République? Est-ce que cette démarche est-elle fondée? Oui, j'aimerais d'abord rebondir ici sur ce que mes deux co-débatteurs ont avancé d'emblée. C'est par rapport à l'acte administratif de nomination qui relève des prérogatives de seul le président de la République. Les nominations par ordonnance relèvent des prérogatives du président de la République. Donc, moi j'estime ici que... Nomination des magistrats. Des magistrats, bien sûr, parce que c'est d'eux qu'on parle. Donc, j'estime ici qu'en tant que chef suprême de la magistrature, parce que le président de la République joue ici office dans cette magistrature de premier président, de président du Conseil de magistrature suprême. Donc moi je pense... Du magistrat suprême. Du magistrat, il est le magistrat suprême, donc justement. Donc je pense ici, s'il faut réfléchir dans ce sens-là, j'aimerais d'abord ici me poser à cette audience la question de savoir, lorsque ces magistrats ont été proposés justement au président de la République par une lettre, par une liste par exemple de nomination proposée au président de la République, je pense qu'il y a eu une démarche qui a été enclenchée dans le sens parce que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe qui gère les carrières. Mais il a été démontré notamment par Théodore Ngoï que c'était pendant le confinement, le Conseil supérieur de la magistrature n'avait pas le temps de se réunir pour faire ces propositions-là au président de la République. Je pense qu'en homme politique de son rang, candidat à président de la République, je pense que c'est une aberration de sa part de venir faire ce genre de déclaration en public. Il devrait réfléchir par des dizaines de fois avant de venir avec ce genre de déclaration. C'est un avocat chevronné qui a bien ficelé le dossier avant de se prononcer en public. Mais entre nous soit dit que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature propose, parce que ces deux juges font partie du quota du Conseil supérieur de la magistrature, ils ne font pas partie du quota de l'Assemblée nationale ou du Parlement, donc Assemblée nationale réunie et Sénat, ils ne font pas partie du quota du président de la République, ils viennent en remplacement d'autres juges qui, l'un avait, je crois, démissionné, et l'autre avait, ça dit qu'il y avait vacances, et ils sont venus en continuation, justement, d'un mandat qui existait déjà. Et ces gens, par rapport à la lecture de la magistrature suprême qui a proposé ces noms au président de la République, avec des procès-verbaux à l'appui, je ne vois pas ici comment est-ce qu'un professeur de la trempe de Théodore Ngoï, qui donne cours aux étudiants en droit,
pourrait venir avancer de telles allégations. Je crois que c'est aberrant. Donc, pour revenir à la question de la destitution, de la mise en accusation du président de la République, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas l'organe habilité à mettre, justement, à poursuivre le président de la République dans le cadre de haute trahison. C'est justement son juge naturel, qui est le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui instruit, après enquête, évidemment, qui demande à l'Assemblée nationale de passer à un vote qui doit être consigné aux 2/3 et que, justement, c'est à la base de ce vote-là que seulement cette procédure... Théodore Ngoy s'appuie notamment sur le règlement intérieur du Congrès qui parle, bien sûr, de ces principes du pouvoir du Parlement de mettre en accusation le président de la République. Lors d'un débat que j'ai suivi, il s'est appuyé notamment sur le règlement intérieur du Congrès qui parle bien sûr de cette question de la mise en accusation du président de la République. J'aimerais ici tout de suite dire qu'il y a le règlement intérieur du Congrès ou du Parlement n'est pas... Dans ce sens-là, il faudrait revenir, parce que la loi suprême, c'est la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit par rapport à la mise en accusation du président de la République? Est-ce qu'il y a-t-il conformité par rapport à ce règlement dont il fait allusion par rapport à cette Constitution, justement? Donc, est-ce que ce règlement, y a-t-il conformité entre cet article de ce règlement intérieur dont il fait allusion justement à la Constitution? Donc, la question ici, la grande question que nous posons, et c'est d'ailleurs une inquiétude de ma part, c'est de savoir, est-ce que M. Théodore Ngoy a fait une lecture succincte, une lecture claire de ce que, justement, dans sa procédure, l'accusation du président, la mise en accusation du président de la République devrait représenter. Merci. Donc, j'estime ici qu'il y a quelque part un manque de compréhension. Merci beaucoup. Monsieur Joël Kadé, Théodore Ngoy dit clairement que les congrès, en lisant les règlements intérieurs du Congrès, il a les pouvoirs de déférer le président de la République devant son juge naturel qui est la Cour constitutionnelle. Et Théodore Ngoy pense, en s'appuyant notamment sur les statuts particuliers des magistrats de la Cour constitutionnelle, que le président de la République n'a pas les pouvoirs, même pas le Conseil supérieur de la magistrature, d'ordonner ou de proposer la rotation de ces magistrats-là, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que sur ces faits des droits évoqués par l'avocat Théodore Ngoy, professeur d'université, n'a-t-il pas raison? Non, vous savez, lorsque vous répétez les confusions du pasteur, avocat, professeur Théodore Ngoy, je crois que vous êtes en train d'induire l'opinion en erreur. Parce que la campagne, vous l'avez dit, je crois, dans votre première question, ça fait partie de la campagne de la SAP à l'égard de la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et j'ai aimé la manière dont Edmond Izuba l'a bien si démontré que l'affaire n'est pas judiciaire. C'est pourquoi notre question devrait être fondée. Parce que si tu veux cacher quelque chose à l'Africain, mets-le dans un ouvrage. Il ne lira jamais. Et parce qu'ils savent, même les Congolais, si tu veux lui cacher quelque chose, mets-le dans un ouvrage. Parce que, vous savez, nous avons les androïdes, tous, même vos techniciens, chacun a les androïdes. C'est sur ce plateau que je me suis permis de télécharger la loi 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Je viens de télécharger ça ici même. Pour vous dire, je vais vous lire 2 ou 3 articles pour comprendre que la démarche n'est pas judiciaire. Parce que si la démarche était judiciaire, regardez en ce qui concerne la section 2, en matière pénale, paragraphe 1er, procédure en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de leurs exercices par le président de la République ou le Premier ministre. L'article 100 dit ceci. Le procureur général, donc près la Cour constitutionnelle bien sûr, assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite contre le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les coauteurs et les complices. À cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves
il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Article 101. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166, alinéa 1er de la Constitution. D'accord. Permettez maintenant que je lise l'article 166 de notre Constitution. Je voudrais retrouver... Donc, l'effort qui est fourni là, on profite un peu de la manière dont on ne lit pas nos textes, on ne lit pas nos textes de loi pour vraiment droguer la population. Mais vous voulez parler de l'article 166, mais je vous ai dit que les Théodore Ngo se fondent notamment sur les règlements intérieurs du Congrès qui donnent les pouvoirs à celui-ci de déférer devant la Cour constitutionnelle le président de la République. S'il vous plaît, chers confrères, ne nous droguons pas non plus par ces balivernes, par ces âneries de Théodore Ngoï, qui ne disent rien. Alors, donc, l'autorisation de poursuite, c'est conformément à l'article 166, alinéa 1, que je me permets de lire sur votre plateau. Lisons ça ensemble, j'ai des yeux qui sont déjà foutus. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 des membres du Parlement. La décision qui prend la décision, c'est le procureur général après la Cour constitutionnelle. Donc il ne revient pas à n'importe qui de mettre le chef de l'État en accusation. Mais cette disposition était explicitée dans les règlements intérieurs. C'est du mensonge. Je pouvais, si vous m'aviez donné le temps, si on n'était pas à la télévision, si nous étions en train de discuter dans le cadre d'un débat scientifique, nous aurions cherché cette disposition du règlement intérieur qui ne peut pas contredire la Constitution qui dit que la décision de poursuite est prise en amont. Et en amont, ce n'est pas le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et là, ils disent le président a violé. Parlons du contreseing, parce qu'il a parlé de l'article. Les contreseings, ce n'est pas que le président vient avec les décisions du Conseil supérieur de la magistrature et on va les soumettre au débat. Il y a plus de 5000 magistrats, par exemple. Vous avez vu comment Tina Salama a souffert pour lire ces ordonnances-là. Donc, on va se mettre au Conseil des ministres de 14 h jusqu'à minuit pour suivre la lecture non par non. Mais la question doit quand même être abordée au sein du Conseil des ministres avant que la décision soit prise. La question a été abordée au sein du Conseil des ministres, chers confrères. Qu'on arrête de tromper les gens. Mais qui connaît les magistrats? Mais le FCC avait fait la déclaration au lendemain de la publication de ces ordonnances pour dire que la question n'a pas été abordée au Conseil des ministres. Voudriez-vous, ce sont des mensonges. Je vous dis, mon confrère l'a si bien dit, ça fait partie de la campagne de SAP. Parce que quand vous regardez la question du contreseing, le chef de l'État ne connaît pas tous les magistrats. Celui qui connaît tous les magistrats, qui a leur dossier, parce que le Conseil supérieur de la magistrature gère quoi au quotidien? La situation des magistrats. Quelle est la situation des magistrats? C'est entre autres leur affectation, leur promotion, leur mutation. Et donc la discipline aussi. La discipline également. Heureusement, vous le savez mieux que moi. Donc, c'est le Conseil supérieur qui sait que non. Monsieur Edmond Izouba a déjà fait 3 ans comme conseiller à la Cour d'appel et par conséquent, il doit monter comme président de la Cour d'appel ou premier président de la Cour d'appel. Ce sont de grades. Parce que dans la magistrature, vous êtes magistrat, vous allez devenir avocat substitut du procureur, premier substitut du procureur, jusqu'à devenir procureur général, juste ceci. Qui connaît la situation de tous ces magistrats? C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui connaît que Bakenge a fait 9 ans au grade, par exemple, de juge d'instance. Maintenant, il peut monter comme conseiller à la cour d'appel. Et comme conseiller à la cour d'appel, on peut lui confier le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. C'est le Conseil supérieur qui le sait. Donc, ce n'est pas une question à venir, on va débattre au Conseil des ministres. C'est comme si nous, on connaît tous les magistrats. Est-ce que ne voyez-vous pas que dans la permutation des magistrats, les 2 magistrats qui posent problème, les juges constitutionnels, Ouboulou et Kilomba,
qui disent qu'ils n'ont jamais été consultés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui, en principe, devraient requérir leur avis avant qu'ils soient permis. Ne voyez-vous pas que là, soit c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a fauté, ou c'est le président de la République, les sachant, a permis ces juges pour mettre ses pions à la Cour constitutionnelle, tel que cela est dit par les autres. Kilomba était juge d'instance au tribunal de grande instance de Kinshasa-Ndji. Il est nommé au cabinet du ministre Luzolo Bambi comme conseiller. De là, il a sauté de grade pour se retrouver président à la cour d'appel de Kinshasa. De là, il a sauté encore un grade pour se retrouver conseiller à la Cour suprême de justice. De là, il est parti de là pour être juge constitutionnel. Et il est là-bas, au grade, comme magistrat de carrière, il est conseiller à la Cour d'appel. C'est un magistrat de carrière. Et de là, on le prend comme conseiller, on lui fait sauter encore un grade, il devient président à la Cour de cassation. Dans tout son parcours-là, quand est-ce qu'il a déjà été consulté? Je ne vais pas parler de Papa Oboulou. Et je vous dis que c'est une affaire qui a été ramenée sur le plan politique, parce que Papa Kilomba, Papa Oboulou ont accepté de recevoir leur tenue de prestation de serment. Ils ont participé aux 2 séances de simulation. Et un des juges était déjà sur la route lorsqu'on lui amène la lettre de recours. Or, le recours, on peut avoir pris la décision, c'est sur la même ordonnance présidentielle, mais cette ordonnance produit les effets particuliers et individuels. Et en conséquence, s'il fallait introduire un recours, ça devrait être un recours gracieux, individuel, pas conjointement. Auprès du président de la République. Auprès du président de la République. Et ce, dans les 8 jours où ils devraient renoncer à leur nomination ou à leur promotion comme président à la Cour de cassation pour rester à la Cour constitutionnelle. Ils ne l'ont pas fait dans les 8 jours. C'est le jour de la prestation de serment. Parce que moi, j'ai les lettres. Si vous m'aviez parlé des sujets à débattre, je vous aurais apporté les procès-verbaux de leur notification. Par devant les conseils supérieurs. Ils ont signé cela? Ils ont signé. Par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, le général, j'ai oublié son nom, il est avocat général de l'armée. C'est lui le conseiller, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Vous pensez vraiment qu'ils ont accepté la notification, parce que la notification constitue l'acte d'opposabilité au tiers. Donc quand vous avez reçu, c'est que déjà, vous êtes investi comme président à la Cour de cassation et la prestation de serment couvre les actes qu'ils devront poser dans l'exercice. Alors, qu'adviendra-t-il si ces juges qui, pour entrer en fonction, doivent prêter serment, notamment devant le président de la République et les 2 chambres réunies, le Parlement, devant le Parlement? Qu'adviendra-t-il? Est-ce que leur situation maintenant s'arrête là? Et qu'adviendra-t-il aussi si les membres du Parlement refusaient de participer à cette séance de prestation de serment? L'acte de prestation de serment est judiciaire et administratif. Ce n'est pas un acte parlementaire. Pourquoi les juges constitutionnels doivent prêter serment en présence de 2 chambres du Parlement et du bureau? C'est parce qu'ils sont issus, le 3, du Conseil supérieur de la magistrature, donc devant leur corps d'émanation. L'autre corps d'émanation, les 3 autres juges viennent du Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis, et les 3 autres juges viennent du pouvoir exécutif à travers le président de la République. Et donc, les 3 sont présentés à la nation devant leur corps d'émanation, et on ne va pas obliger à Tambo Mwamba ou à Mabunda d'être là. Dans la mesure où les députés et sénateurs de la majorité ou de l'opposition sont présents, c'est fini, ils vont prêter serment. Ce n'est pas un acte, il n'y a pas une résolution qui dit que non, pour qu'ils prêtent serment, il faut nécessairement que le président des 2 chambres soit là. Donc c'est un acte
d'ordre administratif et judiciaire, ça n'aura aucune conséquence. Les gens sont en train de se tromper merci beaucoup, pour rien. Merci beaucoup, Joël Cadet. Edmond Isouba, on passe au deuxième sujet. Fayoulou convoqué et Théodore Ngoy. Déjà, la cour d'appel dit que cela n'est pas vrai. Est-ce que assistons-nous là à des distractions, des spectacles? Pensez-vous qu'un homme, un avocat comme Théodore Ngoy, un homme sérieux comme Fayoulou, peuvent quand même d'eux-mêmes fabriquer des actes de procédure comme ça pour qu'ils puissent enflammer la presse sans que cela n'ait été produit par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe? Merci beaucoup pour cette question. Mais avant de le répondre, permettez-moi de prendre 30 secondes pour le premier sujet. Oui. Pour conclure en disant que nous faisons face à deux éléphants qui cherchent à se neutraliser. Vous avez Kabila et vous avez Tshisekedi. Tout ce que Tshisekedi fait, ça n'enchante pas Kabila. Parce que Kabila a son agenda. Effectivement, Félix a également son agenda. Comment fait-il que les ordonnances du chef de l'État peuvent prendre une année sans pour autant se faire exécuter parce que ça avait violé la Constitution, ça a été par un ministre, parmi des violations de la Constitution. Parce que ça viole la Constitution. Et comment c'est entré en vigueur et comment est-ce que les ministres ou les nominés, sont entrés en fonction? C'est la même ordonnance, rien n'a changé. Je vais encore faire voir une chose. Depuis que le ministre, le VPM de la Justice a démissionné, qui l'a remplacé jusqu'à aujourd'hui? Depuis que Kabound a démissionné, qui l'a remplacé jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez? Donc, Kabila cherche à récupérer, et ça c'est visible. Vous perdez le temps dans des questions techniques de droit, ainsi de suite. Non. Kabila avait récupéré la justice et la CENI, qui comprend aujourd'hui l'avoir perdu. Alors, on veut maintenant contourner comme on a manqué la CENI. Et on voit des pertes de la justice, qu'on amène les débats au niveau de l'Assemblée nationale où ils sont majoritaires. Donc, le schéma est là. C'est très simple. Pendant que mon aîné Joël Cadet était en train de réfléchir sur ça, de parler, d'argumenter, moi j'étais en train de penser, j'ai déjà un schéma. Et pour moi, je commence à me rendre compte qu'on nous parlait d'un grand laboratoire. Vous savez, la capacité du FCC qu'il a aujourd'hui, c'est d'anticiper. On nous parlait d'un grand laboratoire que je me rends compte actuellement que ces laboratoires-là n'aident pas Kabila, n'aident pas le FCC. Alors, le vrai débat aujourd'hui, c'est l'IGF. La République est en train de récupérer ses ressources perdues. Bon, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Bon, on ne parle pas de ça. Dossier, on laisse tomber. On entre maintenant dans ce dossier de Fayoulou et tout ça. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur politique de Tshisekedi, de justice de Tshisekedi. Comment, pour de simples déclarations, on peut envoyer des invitations? Vous confirmez l'authenticité de ces invitations-là? Je vous dis. Ce ne sont pas des invitations de Facebook, des réseaux sociaux. Hein? Ne vous en faites pas. Notre justice a beaucoup de légèreté et regorge beaucoup de légèreté. Vital Kamerhe avait une résidence bien connue dans cette République, dans cette ville de Kinshasa même. Il a des adresses bien connues. Mais quand il fallait lui envoyer la première invitation, vous avez vu les bêtises qu'on a pondues dans cette invitation. Qui pouvait croire que cette invitation-là était authentique? Nous-mêmes, moi, j'ai été convoqué à 2 reprises au parquet. Mes invitations ont été déposées où? La première invitation, je ne vous dis pas l'endroit, mais la deuxième invitation, on l'a déposée à l'UNPC. Est-ce que moi j'habite à l'UNPC? Moi j'habite là-bas. Allez-y comprendre. Donc il y a beaucoup de légèreté. Et moi j'estime que là, on a manqué l'occasion à faire exemple, à faire prévaloir de l'état de droit. La cour d'appel et maintenant, vous savez, dit que jamais, jusque-là, il n'a produit de tels actes de procédure. Le parquet l'a dit où? Oui, bon, mais moi j'ai suivi ça. Vous avez suivi qui? J'ai suivi qui a ça, parlé notamment sur Top Congo. Qui a parlé? Qui a parlé? J'ai suivi une déclaration, je ne connais pas le nom, mais j'ai suivi. Non, mais je dis ce que j'ai suivi. Soyez quand même élégant pour citer le nom de Sylvain Kassongo. C'est lui qui a parlé, c'est la police qui parle au nom de la justice. Ça, c'est la caporalisation. Je peux comprendre que ce soit la police judiciaire, mais ça, c'est la police qui parle au nom
de la justice pour dire voilà, et tout ça, c'est un fake news, et la justice ne reconnaît pas ça. Et, oh, mais ça vient faire quoi ici? Vous êtes de la police, monsieur. Donc vous comprenez que... Non, mais bon, aide-moi, attendez. On est dans un jeu, si je réfléchis bien, il y a encore, j'ai entendu Mende dans un audio en train de dire, heureusement, un homme honnête, il n'a pas nié cet audio, mais il a renvoyé la personne qui a rendu public cet audio. Nous avons nos juges à la Cour constitutionnelle. Mende a dit ça qu'ils ont leurs juges. Et j'imagine que les juges de l'FCC sont partout. Et je suis en train de réfléchir, peut-être que ce sont des invitations boutiquées par leurs juges. Mais cela ne pouvait donner aucune justification pour ratiboiser, pour dire voilà, ce n'est pas nous, fake news. Non, nous avons eu le temps nécessaire avant de publier cette information, vous de vérifier. Oui, vous avez vérifié auprès du Les parquet. huissiers, Les huissiers. Non, attendez, est-ce que le parquet a effectivement confirmé que c'est lui qui a produit ces actes de procédure? Ce n'est pas la première invitation ni la dernière convocation que nous avons fait allusion. Nous avons publié dans notre média. Nous avons nos sources judiciaires. Nous avons nos sources judiciaires. J'ai suivi ce matin Théodore Ngoï qui dit qu'il a les deux noms des huissiers qui sont venus déposer l'invitation. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui et ça ne sert pas vraiment à la République d'un État de droit que de voir la justice déclarer ses propres invitations authentiques, au-delà de ce que vous dites, des fake news. Vous parlez de ça n'aide pas à la justice non plus. Donc, si Fayoulou, vous voulez nous dire quoi? Que Fayoulou ne peut pas comparaître. Mais est-ce que Fayoulou, nous avons tous suivi, notamment le secrétaire général du parti de Fayoulou, dire qu'ils iront au parquet avec tous les électeurs de Fayoulou, tous les Congolais. Pensez-vous que Fayoulou et Théodore Ngoï ne peuvent pas être convoqués si cela était vrai et que pour qu'ils y aillent, il faille qu'ils amènent tous les peuples congolais là-bas? Rassurez-vous, monsieur Charles-Quint, le passé et l'histoire sont tellement têtus. Fayoulou a été convoqué une fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Il a tenu le même menace. Et il n'est pas allé comparaître. Vous allez dire quoi? Ce n'est pas la première fois qu'aujourd'hui, pour Fayoulou, il se comporte comme Fayoulou, les Henri Abdoulan, il met des menaces et tout autres. ça, on se retire. Et je pose des questions avant de terminer. Pourquoi la police et pourquoi seulement la nuit? La nuit, monsieur. C'est la police qui parle la nuit. Pendant que l'information a été publiée 48 heures avant. On laisse les gens le temps de consommer une information erronée qui pouvait avoir des conséquences incalculables pour venir démentir la veille, il y a quelques heures. Ça veut dire quoi? On a eu la peur au ventre. Ce n'est pas une bonne justice. Attention, il y a les juges de la majorité du FCC et les juges de Tshisekedi. Si je peux comprendre d'après les propos de Lambert Mende. Donc évitez-nous de telles hontes et de telles justifications de dire voilà, fake news et tout ça. Nous avons traité, les informations nous sont parvenues par des sources judiciaires. Ces invitations étaient bel et bien authentiques et malheureusement, la politique a eu raison sur la justice. C'est regrettable. M. Carlo Koussa, est-ce que pensez-vous comme Edmond Izoba que ces exploits ont été bel et bien produits, instrumentés par les parquets et que c'est la politique qui a pesé pour que finalement ces invitations soient niées carrément par les magistrats? Non, mais ici, il faut relever d'abord deux aspects de choses. J'aimerais ici marteler sur ce que Joël Cadet venait de dire, et d'ailleurs Edmond Izuba, faisant allusion à la politisation de tout dans notre pays, parce que... Notamment de la magistrature. Même lorsqu'il s'agit des actes juridiques qui sont, par exemple, de nature administrative, on politise tout. Et on n'a aucune preuve à ce jour qu'il y a ce que lui avance, notamment Théodore Ngoï a avancé aujourd'hui dans les chaînes de radio. On n'a aucune preuve de ce que Martin Fayoulou a avancé depuis qu'il est arrivé, parce que d'ailleurs il se pose un sérieux problème de vérité. Donc vous voulez dire que vous ne croyez pas
que ces invitations-là, ces convocations-là étaient produites par les parquets. Non, mais attendez. C'est fabriqué dans les officines de Fayoulou. Je viens ici réitérer ce que Edmond Izouba venait de dire tout à l'heure. Edmond dit que pour lui, selon ses sources, ces invitations ont été bel et bien produites par les parquets et que la politique est intervenue pour que cela ne soit pas le cas. Je viens ici ramasser quelque chose dont il a fait allusion ici. Parlons de manque de sérieux qu'il existe dans l'administration de la justice de notre pays, notamment lorsqu'il faut envoyer des invitations aux gens. C'est des invitations sur quoi on a tout plein de doutes et qu'on sort. On écrit n'importe quoi, même la rédaction de ces invitations pose problème. On a vu des adresses ici et là qui n'appartiennent pas à la personne invitée. Donc moi je pense ici qu'il faudrait une source fiable, non pas la police qui doit venir faire des déclarations à la télévision qui n'ont rien à voir avec son service de police. Et j'espère qu'il y a un greffier qui doit aujourd'hui prouver à l'opinion que ces invitations ont bel et bien été envoyées par l'organe judiciaire. On ne peut pas ici venir à la télévision et faire des supputations sur des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Donc on aimerait un peu suivre de plus en plus, plus profondément ce dossier et voir ce qu'on peut en dire dans les heures qui viennent. Mais j'aimerais ici parler de M. Fayoulou. Il y a quelque chose que les gens oublient, ça fait partie aussi des enjeux politiques ou de l'information aujourd'hui. Il doit venir prouver à ceux qui le suivent, par exemple, pourquoi il a reçu 4 millions de dollars. Il l'a reçu ou il l'aurait reçu? Non, mais il doit venir démentir les accusations qui pèsent aujourd'hui contre lui, parlant des 4 millions de dollars qu'il aurait empochés dans une banque suisse qui s'appelle Pittsburgh, je crois, Fribourg Bank en Suisse. Fribourg Bank en Suisse, où il aurait reçu, où on aurait débité dans un compte qui appartiendrait à M. Roger Boula, José Boula quelque chose, et on dit qu'il aurait empoché 4 millions de dollars venant de M. Raymond Chibanda. C'est des choses qu'il faudrait aujourd'hui dire à l'opinion. Parce qu'il y a des milliers des Congolais qui continuent à croire en son discours, qui continuent de suivre ses danses et consorts. Donc il faudrait aujourd'hui qu'ils viennent nous expliquer et expliquer à l'opinion c'est quoi, les 4 millions de dollars représentent quoi. Ils ont été mis dans son compte. Pourquoi? Et il doit dire aux Congolais, à tous les lamoukistes et consorts, pourquoi il aurait reçu cet argent de M. Raymond Chibanda que nous connaissons tous être du FCC. Donc c'est quelque chose de très intéressant, de très important qu'il faut aussi dire aux Congolais. Il ne faut pas aujourd'hui nous endormir avec des invitations dont on ne connaît ni la contenance ni l'émanation. Et aujourd'hui il y a des choses plus sérieuses sur lesquelles nous pouvons nous apaisantir, notamment l'histoire des 4 millions. Alors, Joël Cadet, est-ce que vous pensez aussi que c'est sur base de ces informations de l'approvisionnement du compte de Fayoulou ou de ces messieurs, je ne sais pas, José Boula, des 4 millions venant du FCC pour donner à Fayoulou, qu'il aurait été invité au parquet. Et pensez-vous comme Edmond Izouba que ces exploits signifié à Théodore Ngoï et à Fayoulou pour comparaître, se présenter au parquet, sont faux et fabriqués dans les officines de ceux qui veulent jeter le discrédit sur la justice congolaise, ou c'est authentique? Oui, j'ai toujours foi dans le professionnalisme d'Edmond Izouba. Parce que la capacité d'un journaliste, peut-être les gens ne le savent pas, et j'ai entendu un jeune journaliste dire ce matin sur une chaîne qu'on dit aux journalistes des choses qu'ils doivent dire. Non, mais écoutez, un journaliste n'a pas d'information, il doit la chercher. Et les sources lui en fournissent. Moi, je ne suis pas juriste, mais pour traiter d'une question aussi technique de droit, je dois me renseigner auprès de juristes, de techniciens du droit constitutionnel. Mais laissez-moi revenir un peu sur Nyabirungu. Vous allez vous rappeler que la faculté de droit de l'université de Kinshasa, moi je crois peut-être qu'avec le temps, il faudrait qu'on la ferme. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle nous fabrique toujours des gens qui corrompent la science et les gens qui bradent la science du droit. Vous allez vous rappeler que dans ce pays, en 2014,
Pendant que nous tendions vers les élections, lorsqu'il y avait les concertations nationales, il y a un professeur de l'université, de la faculté du droit de l'université de Kinshasa qui nous a produit la théorie de révision de la Constitution ou la mort de la nation, l'inanition de la nation. Oui. Et après, c'est toujours le professeur Nyabirungu qui va nous revenir avec la thèse de l'immutabilité qui permettait à Joseph Kabila de se représenter pour la 3e fois aux élections, étant entendu que le système électoral de 2006 avait changé avec la révision de 2011. Donc, et il sera suivi, accompagné par les professeurs et chefs de travaux du FCC, par celui qu'on nous a présenté comme Jean-Cyrus Mirindi, que je ne vois plus. Donc, le FCC n'est sous-traite toujours les professeurs d'université, et aujourd'hui, après avoir sous-traité, comment il s'appelle, Théodore Ngoï, on sous-traite qui Fayoulou, parce que vous ne pouvez pas comprendre que Fayoulou qui a combattu Kabila, Fayoulou qui a été à côté de Tshisekedi, Fayoulou qui connaît tout, que Fayoulou puisse permettre que Tambwe Mwamba rentre au pouvoir pour permettre à Kabila de rentrer. Non, mais respecter la Constitution, c'est quand même c'est parmi les qualités d'un homme d'État. S'il veut à ce que la Constitution ne soit pas violée comme c'était le cas du temps de Kabila, où est le mal de non, Charles, moi ça me donne des migraines. Ça me donne des migraines que Tambwe Mwamba rentre. Qui est-ce que Tambwe Mwamba n'a jamais humilié, détruit, injurié dans ce pays? Et vous voyez Tambwe Mwamba devenir président de la République grâce à la sous-traitance du FCC de Fayoulou, qui a reçu dans les comptes de José Boula, à la banque que mon frère a cité, Fribourg Bank, 4 millions de dollars. Et le deal, il aurait reçu. Vous êtes quand même journaliste, vous ne pouvez pas affirmer des choses comme ça. Et ici, ce n'est même pas un tribunal. Comment vous dites qu'il a reçu avec des preuves? Chers confrères, écoutez, j'ai toujours dit, je ne répète vous avez plus des mon âge, ici? je ne cite plus mon âge. Un journaliste, sa force, sa capacité, ce sont ses sources d'information. Les preuves, on les présente par devant la justice. Ce sont les avocats, les magistrats qui s'amènent avec les preuves. Un journaliste apporte l'information suivant ses sources et il doit garder secrète ses sources, ne peut pas le révéler. Parce que je peux vous sortir ces bordereaux de la banque, je vous la donne maintenant. Et ça va révéler, ça peut indiquer les traces pour qu'on trouve celui qui a livré l'information. Et voilà le deal entre Fayoulou et le FCC. La vidéo existe. Et heureusement qu'au côté de Kabila, il y a des gens qui sont encore sensés et qui sont humains. Et même lui-même, Kabila, est encore un peu humain. Mais il ne veut pas donner la face à ces faucons qu'il a perdu déjà la face. Il est quand même assis. Mais voilà le deal. Qu'on puisse destituer Tshisekedi avec arrestation immédiate. Premier point du deal. 2. Qu'on lui restitue 15 mois. 15 mois de compensation de la fermeture de son hôtel. Vous affirmez des choses graves, hein? Vous affirmez des choses graves. Cher ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le deuxième point. Le troisième point du deal entre le FCC et Fayoulou, c'est qu'il y ait une transition de 2 ans. Tambwe Mwamba est président, Fayoulou est Premier ministre. Au cours de cette transition, on procède aux réformes, on procède à la révision du code minier, parce que Fayoulou s'est battu et il a été soutenu par les multinationales minières et il doit répondre coûte que coûte à leurs exigences convenues à Genève sous les hauts patronages du clergé catholique. Donc voilà le deal et voilà pourquoi l'argent a été versé. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il a été convoqué avec Théodore Ngoï? C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans tous les pays du monde, la presse constitue la matière première d'un magistrat. Ainsi, le magistrat peut, sur base des informations telles que données, fouiner. Et je vous informe que les magistrats que nous voyons là, ils sont aussi informés. Parce que la Suisse, ce n'est pas comme ici, vous irez à Robank verser de l'argent.
C'est aussi un paradis fiscal, hein, la Suisse. 1 million de dollars en tranches, en séquence. Vous allez verser, on ne contrôle pas, on ne sait pas. Hein, vous pouvez verser au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Mais en Suisse, quand vous versez de l'argent comme ça, c'est connu, c'est traçable. Et donc, c'est juste pour vous dire que notre justice peut par, comment on appelle, par un mandat rogatoire, mener une enquête commission rogatoire. Et une commission rogatoire, mener une enquête en Suisse pour établir toutes ces vérités. D'accord, merci beaucoup. Troisième sujet, on termine par là, on nous fait signe qu'il nous reste 7 minutes. Edmond Izouba, vous avez suivi Ngoï Kassange parler de l'élection du président de la République par le Parlement. Une élection, suffrage indirect. Alors que la Constitution, dans son article, je crois, 72, parle du mode de suffrage qui est un suffrage direct, suffrage universel direct. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que c'est une déclaration tout simplement d'un monsieur qui veut faire plaisir, faire les genoux à son autorité morale, ou bien c'est une décision prise par sa famille politique FCC, mais annoncée par Ngoï Kassange? Merci beaucoup. Et quelle est l'opportunité d'une telle démarche aujourd'hui? Ok. Alors, je voulais d'abord commenter le petit. Il nous reste, vous avez 2 minutes, si et ça sera la fin. Je ne partage pas les mêmes affirmations que cher René Joël Cadet, mais je fais voir que vous pouvez déposer votre argent en Suisse. Vous pouvez le déposer partout, à n'importe quel pays, mais sachez que le département de la trésorerie américain surveille toutes les banques, et même les paradis fiscaux là, et toutes les banques du monde. C'est ça la force des Américains. Donc ils ont toutes les données, ils ont toutes les informations. En dollars, bien entendu. Oui, en dollars, bien entendu. Mais en France, quand je parle de toutes les banques, ça dit, ce sont des banques américaines d'abord qui sont au-dessus, et les restes des banques viennent en filiation, ils entrent par là et ainsi de suite. Même nos petites banques ici, vous savez, quand on a sanctionné nos Congolais ici, le professeur Bochab et tous les restes, c'est par les trésors américains et tout ça, même l'Union européenne ici, on pensait qu'ils pouvaient toucher leur argent en francs. Même, je vous apprends, que même leur salaire était bloqué au niveau des banques. Ils ont fait recours à la Maboko Bank, ils sont payés comme ça. Oui, c'était des francs. Ils étaient payés en francs congolais, mais leur argent était bloqué. Même nos petites banques ici dépendent du trésor américain. Je ferme la parenthèse. Maintenant, j'entre dans les agitations et la diversion. Parce que, comment d'abord comprendre que nous, Congolais, apparemment, il y a quelque chose qui se trame. Mais j'aimerais bien comprendre. Apparemment, le FCC veut le désordre. Répondez directement à la question parce que vous avez 1 minute maintenant. Ce n'est pas Ngoï Kassange. Moi, je ne vois pas Ngoï Kassange. Moi, je vois le FCC. Moi, je vois le FCC. Ce n'est pas Ngoï Kassange. Les élucubrations, la diversion, la distraction, ce n'est pas lui. Lui est victime de la manipulation. Il s'est fait manipuler comme un petit enfant. Il est comme une marionnette, entre guillemets. Ça veut dire que le FCC veut vraiment un désordre. Peut-être qu'il y a un chaos qui se prépare, on ne sait pas. Veut le désordre. Nous, les Congolais, nous sommes en train de nous battre au second degré. Est un complot contre les pays en Afrique du Sud, en Angola, dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. Où est le problème? Kabila a été président, pourquoi il ne l'a pas fait? Il a suffi qu'il ose pour qu'il voie. Les élections ont fait couler le sang ici dans ce pays. Il devrait le faire s'il était fort. Et maintenant qu'il n'est plus aux affaires, nous les Congolais, nous les citoyens congolais, nous militons pour que nous puissions retrouver nos détours perdus, révisés comme ça abusivement, de manière hasardeuse par Kabila. On est en train de se battre pour que nous puissions retrouver ces détours. Vous voulez nous réduire encore les chances d'élire notre président. Vous savez que c'est une honte d'une nation qui se dit démocratique et d'être piloté par un chef de l'État élu par une minorité des populations. 600 personnes. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi en souffre. C'est tout simplement parce qu'il n'a même pas 50%, le président de la République. Kabila a été président ici par 46, je ne sais pas, 38%. Vous avez déjà vu quel pays où un président est dirigé par la volonté de la minorité? Non. Nous n'allons pas accepter ça et ça ne passera pas. D'accord, merci beaucoup. C'est une colère de trop qu'ils veulent. En tout cas, je vous dis
qu'il y ait un autre schéma en dehors de tous les désordres. Si pas les dialogues, ça sera peut-être un coup d'État. En quoi cela est mauvais? Vous avez beaucoup vécu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça se passe comme ça. C'est pas que Cyril Ramaphosa aujourd'hui n'est pas légitime, parce qu'il est élu au second degré non plus. J'aimerais ici vraiment tirer la sonnette d'alarme. Le peuple congolais doit avoir son avenir et l'avoir entre ses mains. On doit être en mesure de savoir où nous allons avec ce genre de politique qui ne pensent qu'à leur ventre et qui ne pensent qu'à leur futur politique. Ils n'ont rien de l'amour qu'ils prétendent avoir de ce pays. Le peuple congolais veut retrouver la majorité dans son choix de ses dirigeants et nous allons nous battre jusqu'à la fin pour garantir que cette majorité soit garantie, soit protégée et on espère qu'on ira... D'accord, merci beaucoup. Joël Cadet, au dialogue de la Cité de l'Union africaine, je me rappelle encore, il a été dit que les acteurs politiques devraient explorer les moyens pour que les processus électoraux ne puissent pas coûter plus cher que le développement. Au dialogue de la Saint-Sylvestre, ça a été aussi le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vouloir que l'élection du président de la République soit organisée au second degré n'entre pas dans cette vision-là de rendre le processus électoral moins coûteux que le développement? Vous savez, c'est difficile de parler après une intelligence brute comme celle de Moïse Ouba. Je pense qu'à cette question, il a déjà répondu. Le FCC est en train de préparer quelque chose que l'on ne sait pas. Peut-être sur le dialogue, exactement sur le dialogue. Ils veulent créer une crise au pays, soulever les gens et finalement... Le FCC qui a refusé le dialogue, notamment... Non. Ils sentent qu'ils ont beaucoup perdu et eux gagnent toujours dans les dialogues parce qu'ils savent dribbler. Mais laissez-moi finir par... le point relatif au mandat lancé à Ngoï et à autres, je disais tantôt que j'ai vraiment confiance dans les sources de l'objectif info. J'ai vraiment confiance. Mais il ne faut pas aussi omettre que le FCC est vraiment spécialiste dans le montage, chers confrères. Ils sont capables de monter un mandat, de le remettre réellement à un huissier, de venir le déposer parce qu'ils veulent victimiser. J'ai dit qu'ils avaient leur juge Théodore, oui. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre un AG comme ça, ils rédigent un mandat et on vient déposer, tout simplement pour qu'ils se victimisent et qu'on dise non, Tshisekedi a commencé à arrêter ces magistrats. Et qu'on réalise par la suite que le procureur général, parce que moi je vous informe par exemple que cette nuit-là, j'ai appelé le procureur général, il m'a dit non, je ne confirme rien. Le procureur général, je l'ai appelé cette nuit-là, il me dit en tout cas, je ne sais pas. J'ai vu aussi ça dans les réseaux sociaux. Donc n'oublions pas qu'ils sont spécialistes dans les montages. Donc je ne nie pas que ça peut également être un montage. Et comme Ngoï Théodore est sous-traité aujourd'hui, bon, ce sont des mercenaires. Nyabirungu et consort, Ngoï Théodore, Fayoulou, aujourd'hui, ce sont des mercenaires. Et un mercenaire vient, il pose son acte, on paye 4 millions, il met dans la poche et puis il pose son acte, qu'il peut mourir ou pas. Ça, c'est la mission des mercenaires. C'est du mercenariat politique. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, les serviteurs de la République. Merci à vous tous, chers invités, Moïse Ouba, Carlou Koussa et Joël Kadendanga. Ça ne sera pas... c'est la première, mais pas la dernière fois. Chaque fois, lorsqu'on aura le moment, on pourra vous inviter pour venir échanger, partager les questions, les réflexions sur des questions d'actualité de notre pays. La rediffusion de cette émission, jeudi à 14h sur Amen TV. Mais vous allez aussi suivre l'émission sur notre chaîne YouTube, Sunga Peuple TV. Merci de nous avoir choisis. Restez branchés sur Amen TV. Prochain rendez-vous, le mercredi prochain à 21h sur la même chaîne avec les mêmes plaisirs. Nous serons là au rendez-vous.